vous accueillir aujourd'hui pour une séance passionnante en compagnie de Mathieu et de l'équipe produit qui nous accompagne. Nous allons partager avec vous notre sélection de nouveautés et de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat et nous sommes là pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Et comme d'habitude, ce webinaire est divisé en plusieurs parties. On va commencer par de grosses nouveautés pour les développeurs. On parlera ensuite de Cat Direct Pro, Cat View Pro et on terminera par un focus sur notre tout dernier produit, Kotlin Studio. C'est parti, les nouveautés pour les développeurs et je cède la parole à Mathieu. Alors, bonjour à tous. Et puis, comme vient de le dire Intissar, bonne année 2024. Et on vous souhaite tout le succès possible, le meilleur succès possible dans vos projets et évidemment dans votre vie personnelle de tous les jours. Voilà, bonne année. Alors, on va commencer par des améliorations dans le langage. Aujourd'hui. Donc, depuis 4D V20 R3, vous pouvez désormais déclarer et initialiser des variables en une seule ligne. Vous allez donc pouvoir écrire un code plus synthétique et plus lisible. Auparavant, vous pouvez déjà déclarer une variable et indiquer son type. Voilà. C'est la première petite ligne que vous voyez en haut à gauche à l'écran. Mais maintenant, vous pouvez directement indiquer une valeur d'initialisation en précisant ou pas le type de la variable déclarée. Alors, si vous initialisez une variable sans indiquer son type, vous laisserez 4D déterminer le type de la variable en fonction de la valeur d'initialisation. Alors, il est conseillé d'utiliser cette approche exclusivement avec les types scalaires qui proviennent de valeurs, de commandes ou de méthodes afin d'éviter les surprises. J'y reviendrai. Pour être plus précis, vous pouvez également donc définir explicitement le type de la variable déclarée tout en l'initialisant. Et là, c'est recommandé pour les types plus complexes comme les classes. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous omettez de préciser le type tout en initialisant la variable et que le compilateur ou l'interpréteur n'est pas en mesure de le déterminer, ce type, eh bien, la variable, elle sera juste considérée comme de type variant. Et donc, ce n'est pas forcément le comportement que vous souhaitez. Donc, dans ces cas-là, il va falloir explicitement déclarer le type. Voilà. Vous retrouverez beaucoup plus de détails et d'explications à la fois dans la documentation et dans le post de blog dont le lien apparaît en bas de l'écran. Voilà pour cette première fonctionnalité. Et on va continuer donc par d'autres améliorations du langage. Et on va parler maintenant de fonctions variadiques. Alors, fonction variadique, c'est un vrai mot, variadique. On peut trouver une citation. Un variadique se dit d'une fonction qui reçoit avec bonheur un nombre indéterminé d'arguments réels. Vous trouverez ça dans un ouvrage qui s'appelle Programmation en Perl. En fait, dans 4D, on a simplifié avec la 4DV20R3 la déclaration des méthodes ou des fonctions qui acceptent un nombre indéterminé de paramètres. Donc, vous pouvez désormais utiliser le symbole 3 petits points, là, vous le voyez dans les exemples à l'écran, donc dans votre dernier paramètre, pour indiquer que le nombre de paramètres peut varier. Cette amélioration rend vos déclarations de fonctions et de méthodes plus simples et plus faciles à utiliser. On peut regarder quelques exemples. On va voir ici, donc à gauche, une méthode SumNumbers qui va additionner tous les nombres passés en paramètres. Vous voyez le prototype en haut à droite, donc avec 3 petits points. Donc c'est une fonction, enfin une méthode ici qui va prendre des réels. Et cette méthode, vous allez pouvoir l'appeler très simplement avec un nombre variable de paramètres. Là, on a un exemple, 1, 2, 3, 4, 5. L'intérêt, c'est qu'avec cette syntaxe, 4D va vérifier maintenant les types de paramètres pour vous. Donc, si vous essayez de passer un argument de type texte, la fonction retournera une erreur. Voilà. Mais vous pouvez également, le tout dernier exemple, accepter en fait n'importe quel type de paramètre et donc avoir accepté à la fois n'importe quelle quantité de paramètres, mais aussi n'importe quel type de paramètre. C'est le tout dernier exemple. Définissez un prototype de fonction juste avec 3 petits points. Et là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le panel Q&A qui vous permettra de poser vos questions. J'en ai terminé avec les fonctions variadiques. On va passer à la suite. Et on va parler maintenant de synchronisation incrémentale et entre parenthèses de global stamp. Avant de rentrer dans le détail, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par ce terme un peu barbare de global stamp. Un stamp, c'est un tampon, c'est un marqueur qui sert à suivre les modifications qui sont faites, les modifications de données qui sont faites sur vos entités. Cela permet en fait de maintenir un historique des changements effectués dans vos données. Alors initialement, c'est avec 4D for Mobile que nous avons introduit ces Global Stamp et ça permet, dans 4D for Mobile, ça permet une synchronisation incrémentale entre 4D d'une part, le serveur, et les appareils mobiles qui s'y connectent. Maintenant, nous avons choisi en fait de rendre cette fonctionnalité disponible pour tous vos autres besoins. Donc concrètement, c'est grâce à ce Global Stamp que vous allez pouvoir bien plus facilement mettre à jour ou synchroniser des données en transférant uniquement les modifications apportées depuis la dernière synchronisation. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour vous servir de cette fonctionnalité, il faut d'abord l'activer sur les tables que vous estimez pertinentes. Et vous constaterez, il ne faudra pas être surpris, que 4D se permet alors d'enrichir votre structure avec un champ Global Stamp et une table Deleted Records. C'est ce qu'on voit là dans la petite vignette à gauche. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, il vous suffira d'utiliser intelligemment deux nouvelles fonctions qu'on met à disposition, qui sont get et set global stamp. On le voit, on va dérouler un tout petit exemple sur la droite. En première étape, dans cet exemple, on va synchroniser les données modifiées depuis la veille. Donc, première étape, on va stocker ce global stamp, donc le tampon, pour un usage futur. Et puis le lendemain, étape 2, on va récupérer ce stamp, on va récupérer cette valeur. Et puis ensuite, il suffira troisième étape, d'écrire une requête, d'exécuter une requête qui va récupérer tous les enregistrements dont le stamp est supérieur à celui que vous avez enregistré la veille. Et là, vous allez récupérer en fait une sélection avec tous les éléments qui auraient reçu une modification depuis la veille. Voilà. Et quatrième étape, vous faites la même chose avec la table Deleted Records en filtrant sur la data class qui vous intéresse. Et là, vous récupérerez toutes les clés primaires des enregistrements qui ont été supprimés. Ça va vous permettre, en fait, de réellement synchroniser avec un système tiers des modifications qui ont lieu depuis la veille ou depuis au rythme en fait, qui vous intéresse. Cette fonctionnalité, elle vous place aux commandes dans un monde où une synchronisation précise et rapide des données est souvent cruciale. Vous êtes maintenant capable, avec ceci, très rapidement, d'implémenter des mécanismes de synchronisation incrémentale. Et c'est là que c'est important. Synchronisation incrémentale, c'était tout ce qui faisait la force tout ce qui fait encore la force de 4D for Mobile. Hein, on permet de synchroniser les données, mais une partie des données et surtout ce qui a été modifié depuis une dernière connexion. Donc, par exemple, vous allez pouvoir vous en servir pour synchroniser de façon incrémentale deux applications 4D, par exemple. Et là, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le second serveur 4D qui va interroger le premier, il peut le faire soit via REST, soit via une connexion en remote data store, ou en fait tout autre moyen qui vous permet d'exécuter les requêtes que vous voyez à l'écran. Voilà. J'ai terminé sur ce sujet. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez aller consulter le blog et vous pouvez nous poser vos questions dans les Q&A. On passe à la suite. Et on va rester dans une thématique de synchronisation, mais on va changer de style. C'est bon, on ne va pas parler du même genre de synchronisation. 4D vous permet, donc depuis la V20R3, de travailler efficacement avec des collections d'objets, tout en simplifiant
des tâches telles que le tri, l'ordonnancement et le filtrage. Alors, lorsque des données arrivent de systèmes non 4D, par exemple, sous la forme de plusieurs tableaux, de plusieurs listes, il peut parfois être fastidieux de les convertir en collections d'objets pour les manipuler. Avec 4DV20R3, pardon, la nouvelle fonction multisort, elle simplifie le tri et la synchronisation de plusieurs collections, ce qui rend la manipulation des données plus efficace. Alors, je vais préciser un peu plus mon propos. Euh, Si vous manipulez une collection d'objets, vous n'avez en général pas besoin de ce genre de fonction. Il va vous suffire de trier votre collection sur un attribut des objets et tout le reste, en fait, va être synchronisé en même temps. En fait, chaque objet va être synchronisé, va être trié. Pardon. Mais un développeur sur notre forum nous a soulevé une situation intéressante. Il n'est parfois pas facile de créer soi-même une collection d'objets à manipuler de la sorte. Par exemple, lorsque les données sont issues de systèmes tiers, pas 4D, ou bien une API REST, par exemple. Dans ces situations, parfois, on va recevoir 3, 4, 5 listes de valeurs scalaires plutôt qu'une liste d'objets. Et si mon objectif est ensuite de renvoyer ces collections sous la même forme, en fait, ces 5 collections, ben, passer par une collection d'objets pour ensuite la réaplatir et renvoyer 5 collections de scalaires, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent d'un point de vue quantité de code ou performance. Et donc, c'est là que Multisort devient intéressant parce qu'elle va vous permettre de synchroniser et de trier en fait de façon synchrone ces 5 listes. C'est ce qu'on a vu dans le petit clip là, qui est passé à l'écran pendant que je parlais. Et c'est ce que vous comprendrez définitivement, si mon propos n'est pas clair, dans le post de blog. Voilà. On va passer à la fonctionnalité suivante. Et on va parler maintenant de journaux. Dans 4DV20R3, la gestion des journaux est mise à jour pour vous offrir davantage d'options de configuration pour le déploiement. Alors, tout simplement, vous allez pouvoir aujourd'hui surcharger l'option Utiliser l'historique comme les autres paramètres de backup. Cette option, elle détermine si votre application utilise un journal. Lorsqu'elle est activée, 4D vous invite à créer ou à sélectionner un journal lors de la création d'un nouveau fichier de données. Ceci en stockant le chemin d'accès au journal dans le fichier de données. Et donc, si vous ouvrez un fichier de données sans journal et que cette option est activée, 4D va vous demander de créer ou de sélectionner un journal. L'option Utiliser historique, elle est sauvegardée par défaut dans le fichier catalogue. Mais avec 4DV20R3, vous pouvez maintenant modifier cette option lors du déploiement en utilisant le fichier de paramètres de backup. Donc, vous pouvez placer ce paramètre soit dans la structure, soit à côté de la structure ou à côté des données. Pour l'interface utilisateur, il n'y a pas de changement dans les paramètres de la structure. Le paramètre Utiliser journal continue d'être sauvegardé dans le fichier catalogue, mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle fonctionnalité, elle va vous permettre de définir une politique de journal différenciée entre votre environnement de développement, où vous préférerez peut-être travailler sans journal, et votre environnement de production, ou celui de votre client, pardon, qui lui a besoin d'un journal. Ça vous permettra, par exemple, de récupérer les données de votre client et sans avoir besoin ensuite d'activer un journal sur votre environnement de développement. Voilà. Je passe à la planche suivante. Toujours sur le développement, on a beaucoup de nouveautés sur le développement dans cette version. 4DV20R3 améliore encore le support de Visual Studio Code, donc grâce toujours à l'extension 4D Analyzer que vous pouvez trouver dans la marketplace de Visual Studio. Alors, la fonctionnalité qu'on vous présente, c'est une fonctionnalité vraiment utile. Elle vous permet d'accéder à la documentation 4D depuis VS Code. Alors, même si vous connaissez bien, je n'en doute pas, les commandes et les classes de 4D, souvent, il est utile de disposer d'un peu plus d'informations lorsque vous développez. Et donc, à partir de 4DV20R3, avec cette extension dans VS Code, c'est tout simple. Vous allez survoler avec votre souris la commande, la classe ou la fonction de classe dont vous souhaitez la documentation. Et là, une bulle apparaît, ce que vous voyez à gauche, avec un lien Show Documentation. Et ce lien
Il vous amènera tout simplement sur la documentation de 4D. Alors, je reviens rapidement sur une fonctionnalité de 4D V20R2, toujours dans cette extension, qui introduit le formatage du code. Si vous avez utilisé VS Code pour éditer des méthodes ou des classes 4D, vous avez probablement remarqué que jusqu'à récemment, le formatage de code ne correspondait pas exactement au style utilisé dans 4D. Donc maintenant, vous pouvez formater votre code avec la fonctionnalité VS Code qui va bien, euh, de la même manière qu'avec 4D. Voilà, on passe à la suite. Là, on va avoir un petit lien qui va apparaître. Je vais vous montrer. Voilà, on clique sur le Show Documentation et on arrive directement dans la documentation de 4D. Voilà. Page suivante. On va parler maintenant de 4D Netkit. Donc, notre release précédente, 4D V20R2, a donné lieu à la première fonction de 4D Netkit supportant l'API Gmail de Google. Donc, je veux parler de l'envoi de mail. Avec 4DV20R3, nous introduisons des commandes pour récupérer des listes de labels, extraire des emails et supprimer des emails. Alors, s'agissant de Gmail, nous sommes en train de terminer le travail sur cette API pour obtenir le même niveau de service que pour Office 365. C'est ce qu'on voit à l'écran. Je vous recommande d'aller consulter le post de blog où vous pourrez récupérer cette application de démonstration, ce How qui vous explique, grosso modo, comment procéder. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'avec le support de Gmail, maintenant, vous pouvez, comment dire, 4D supporte les deux écosystèmes très facilement et vous pouvez en fait bénéficier de ces deux écosystèmes très facilement avec un minimum de changements dans votre code. Comment dire, les API 4D NetKit sont très, très, très similaires des deux côtés. Voilà, on va passer à la suite et on va rester dans la thématique des mails. Donc, suite à vos demandes sur le forum, nous introduisons une nouvelle commande concernant l'indicateur isRead dans les emails. Donc là, on parle surtout de Office 365. Avec la sortie de 4DV20R3, 4D NetKit vous permet maintenant de modifier diverses propriétés des emails reçus et rédigés à l'aide de la fonction Office 365.mail.update. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. L'API Microsoft Graph permet, grâce à cette fonction, de modifier plusieurs attributs d'un email. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines propriétés comme le corps de texte, le sujet du message, bien sûr, ne peuvent être modifiées que si le mail est à l'état de brouillon. Alors, je vais faire une toute petite conclusion intermédiaire sur le sujet donc de Microsoft et de Gmail. Donc, comme vous le voyez, nous continuons d'avancer dans le support de ces deux API. Ce n'est pas parce qu'on commence Gmail qu'on arrête le travail sur Microsoft. On continue de les enrichir toutes les deux. Mais je voudrais me permettre un petit commentaire. Donc, 4D va vous masquer l'essentiel des différences entre ces deux écosystèmes. Surtout, 4D va vous éviter d'avoir à implémenter vous-même les API Google d'une part ou Microsoft d'autre part. Mais par contre, vous verrez que certaines spécificités vont rester présentes. On parlait juste avant des labels, il y a quelques minutes, sur la planche précédente. Les labels, par exemple, c'est une spécificité de Google qui vient en fait se substituer au dossier de Microsoft 365. Donc là où Microsoft choisit une organisation hiérarchique à base de dossiers, et donc un email peut aller dans un dossier chez Microsoft, Google, eux, ils ont choisi d'appliquer une stratégie, une ergonomie de label. Et donc, la principale différence, c'est qu'un email va pouvoir recevoir un, deux, plusieurs labels. Donc ça, mécaniquement, vous verrez donc des écarts dans l'API de 4D NetKit à ce sujet-là. Voilà, c'est ce que je souhaitais préciser. Et on va passer à la suite. Je vais ajuster la caméra. Voilà. On va parler maintenant de client WebSocket. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde très, très, très interconnecté et les besoins de mise à jour temps réel sont cruciaux, sont prégnants, sont fréquents.
que ce soit pour les sites web ou pour les applications IoT, Internet of Things. Une façon de fournir des informations instantanées à vos sites web ou à vos applications est d'utiliser le protocole WebSocket. Ce protocole établit un canal de communication temps réel entre un serveur et un client. Alors, à partir de 4DV20, vous pouvez créer un serveur WebSocket à l'aide de la classe 4D WebSocket Server. À partir de 4DV20 R2, la classe WebSocket, 4D WebSocket vous permet de créer un client WebSocket pour se connecter, soit un serveur de WebSocket 4D, soit un serveur de WebSocket tiers d'une autre marque, une autre technologie. Avec 4DVMR3, vous pouvez désormais envoyer des détails de sécurité, des données spécifiques à l'application ou toute autre information pertinente au serveur à l'aide des entêtes du client WebSocket. Lorsque vous implémentez un client WebSocket, vous devez créer aujourd'hui une classe pour en gérer les événements. Eh bien, cette classe, elle introduit un nouvel attribut, headers, et grâce à cet attribut, vous disposez d'un moyen flexible pour gérer et personnaliser les entêtes du client WebSocket en fonction de vos besoins. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran et c'est ce que vous verrez dans le post de blog ci-dessous. Et on avance. Les WebSockets, c'est un sujet à part entière, c'est un vaste sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas la session de Thomas Small organisée par 4D Méthodes, dont vous avez le lien ici. C'est une très bonne session qui vous en dira davantage. Et voilà, alors on a fini la partie développement pour nos nouvelles fonctionnalités. Alors je vois qu'il y a eu des questions et des réponses, mais qu'elles ont été répondues. On va les regarder. Ah oui, les gens apprécient la musique d'attente, très bien. Une question sur la synchronisation avec le Global Stamp, mais David a répondu. Si vous avez plus de 2 applications, il vous suffit de stocker le stamp par application pour une utilisation future et de comparer avec le stamp côté serveur pour faire une synchro incrémentale. Voilà. Dernière question sur le journal. La nouvelle option journal permet-elle de fixer le nom et l'emplacement du journal au démarrage? Et la réponse est non. Donc, si vous souhaitez ça, faites-nous une demande de feature sur le forum. Avec DNetKit, nous devons toujours utiliser nos propres clés API pour Gmail en fonction des scopes que l'on souhaite utiliser. Alors, l'expert de ça, ça va être Fabrice. Voilà, Fabrice est déjà en train de répondre. Et oui, je pense que ce sont vos propres clés API à chaque fois. Le Global Stamp a-t-il un intérêt en mono? Je ne sais pas répondre, la question est un peu vaste. Le Global Stamp, il a un intérêt si vous souhaitez... alors, le principal usage que nous, on voit, hein, c'est d'être capable, entre 2 stamps que vous auriez enregistrés, de récupérer tout ce qui a été modifié entre ces 2 moments, en fait. Donc après, en mono, je veux dire, pourquoi pas, je ne sais pas. Je pense qu'il faut avoir peut-être un projet en tête, peut-être un Un peu plus export précis. incrémental, Oui, ça exporter pourrait des faire un données, export. par exemple, toutes les semaines et vous voulez simplement exporter des données de la semaine précédente. Dans ce cas, vous gardez le Voilà, global stamp et vous pouvez récupérer seulement les modifications de la semaine. par exemple. Une question. Bon, là, on va dire que ça a été répondu. Là, c'est en cours. Donc, autre question. Lorsque l'on modifie les paramètres de session web, pourquoi faut-il que la base entière soit thread safe et pas uniquement les fichiers destinés au web? Si je compile les fonctions de qui ne sont pas d'accord, comment faire pour éviter de modifier cela? Peut-on avoir... Wow, wow, wow. Très belle question. Là, il faut un peu plus de temps peut-être pour vous répondre. Je ne sais pas si Damien ou Vanessa, vous savez répondre à cette question-là. Elle est jolie. La fonction
faites OK. Une question sur VS Code. Est-ce que VS Code est destiné à remplacer l'interface de 4D? Non, VS Code n'est pas destiné à remplacer l'interface de 4D. Aujourd'hui, on voit VS Code comme quelque chose en plus de l'éditeur 4D. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait proposer aussi pour avoir votre retour. VS Code, c'est vraiment un outil très, très, très riche, très extensible. Euh, comment dire voilà, on a voulu le proposer comme alternative. Euh, il se trouve aussi que l'éditeur que vous avez dans Kodi Studio, on en reparlera peut-être plus tard, c'est Monaco. Et Monaco, c'est aussi ce qui est utilisé dans VS Code. Donc, ça nous permettait aussi de faire d'une pierre plusieurs coups. Nous, on a un assez bon retour de la communauté sur VS Code. Mais après, les gens vont préférer utiliser l'un ou l'autre. Et pour le moment, on ne prévoit pas de remplacer l'éditeur 4D. Ce n'est pas encore le moment. Sauf à ce que la communauté soit unanime pour se dire que VS Code, c'est vraiment là où il faut aller, par exemple. Ça pourrait jouer sur notre vision des choses. Aujourd'hui, l'éditeur de 4D, il est assez simple. Il est plus simple à aborder que VS Code, par exemple. C'est ce qu'on voit aussi dans les discussions. Donc, pour le moment, on garde les deux. Existe-t-il une version d'évaluation dont la durée serait supérieure à 30 jours, quitte à avoir un nombre limité d'enregistrements par table? Pas à ma connaissance. Pour moi, ça n'existe pas. Mais peut-être que vous pouvez vous tourner vers un commercial pour voir ce qui est possible de faire par rapport à votre problématique. Tac. On revient sur le stamp. Est-ce que 4D ne gère pas déjà le stamp implicitement pour gérer les conflits de mise à jour Horda sur les saves? Ouf. Il y a des choses comme ça, sûrement. Je ne sais pas si on parle du même step. Voilà. Je ne sais pas si David, tu sais ça. Mais, Non. Et dernière question. Non, moi non plus, je ne sais pas. Est-ce que VS Code est utilisable en dehors du mode projet? Alors non. Non, VS Code n'est pas utilisable en dehors du mode projet puisque VS Code édite du texte et que le mode projet, c'est du texte et que le mode binaire, ce n'est pas du texte. Est-ce que le mode projet va devenir obligatoire? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Aujourd'hui, on a encore une bonne base d'utilisateurs, de clients qui sont en mode binaire. On n'a pas prévu aujourd'hui de rendre le mode projet obligatoire. Ce n'est pas dans notre backlog, ce n'est pas dans notre roadmap. Mais néanmoins, on vous recommande de passer en mode projet. Ce n'est pas une raison pour ne pas passer en mode projet. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer peut-être à la suite. Celle-ci. La question sur les stems Horda, on pourra essayer de vous répondre dans un second temps, si vraiment la question est importante pour vous. Voilà, je vais passer la main à Intisar. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser. À toi, Merci, Mathieu. Intisar. Voilà. Donc, on commence par la première feature qui est Ride Pro. Donc voilà, auparavant, les formules pouvaient être affichées soit sous forme de valeurs, d'expressions ou de symboles, ce qui pouvait parfois rendre la lisibilité en fait difficile. Mais avec la R3, vous pouvez désormais attribuer des noms aux formules. Donc cela rend vos templates Ride Pro plus intuitifs en permettant aux utilisateurs d'identifier et de comprendre plus rapidement le but de chaque formule dans le doc, ce qui facilite le travail en fait avec les modèles et améliore l'expérience globale des utilisateurs. Et pour ceci, deux commandes, WP Insert Formula et WP Get Formula, ont été revisées et améliorées pour prendre en charge ce nouveau mode d'affichage des formules.
Ensuite, donc pour la deuxième feature 4D Write Pro, donc voilà, c'est le format PDF qui est devenu un choix classique pour l'export des docs 4D Write Pro et disponible depuis quelques temps déjà. Mais à partir de la R3, il y a une nouveauté très intéressante. Donc le format PDFA, ce nouveau format est optionnel, pardon, mais ouvre des possibilités pour des applications futures telles que la facturation électronique que vous allez retrouver dans la R4. Donc, vous pouvez exporter des documents 4 Direct Pro au format PDF-A de la manière habituelle, donc soit par l'interface utilisateur, soit par programmation. Les deux méthodes sont simples et vous pouvez choisir entre les formats les plus récents, tels que PDF-A2 ou bien PDF-A3. Donc voilà, indépendamment de la facturation électronique, le format PDF-3 est reconnu comme standard pour l'archivage de documents, car il garantit que vos documents seront exploitables sans limite de temps. Et le format PDF A3 permet aussi d'insérer des documents complémentaires dans votre PDF. Donc voilà, imaginez que vous pouvez archiver votre bon de commande PDF avec la proposition commerciale, des visuels de vente et tout autre document utile. Donc voilà, vous pouvez faire tout cela très facilement dès la R4. Ensuite, donc voilà, comme nous n'avons pas eu de webinaire R2 du fait du Summit 4D, vous avez aujourd'hui un webinaire dont on a et nous allons profiter pour vous présenter quelques nouveautés de la R2. Cette fonctionnalité en fait partie. Donc, au cours des dernières versions de 4D Write Pro, de nombreuses fonctionnalités liées au tableau ont été ajoutées. Il est désormais possible de créer facilement des tableaux basés sur les données de la base en utilisant les contextes, des sources de données et des formules. Voilà, donc ces outils sont très puissants et sont à la portée des développeurs. Pour un utilisateur final, c'est une autre histoire, surtout sans formation approfondie en sources de données ou de formules. Nous avons donc introduit une solution robuste dans la R2, le Table Wizard. Donc voilà, l'assistant de tableau est un outil convivial, accessible aux utilisateurs finaux, qui leur permet de bénéficier pleinement des modèles fournis par un développeur, adaptés à leur cas d'utilisation spécifique et à leurs besoins business. Lors de la configuration des modèles, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes: définir les tableaux et les champs, traduire les noms de tableaux, de champs et de formules, préparer des formules adaptées à l'entreprise, concevoir des styles graphiques. Donc, juste pour terminer, n'hésitez pas à lire le blog post et à visionner la démonstration disponible sur YouTube. Et en parlant de tableaux, donc voilà, ils sont essentiels à l'organisation et à la présentation des informations dans les documents de 4D Write Pro. Donc avec la R2 toujours, une amélioration intéressante a été apportée pour faciliter l'organisation et la présentation des données dans les tableaux. La possibilité de fusionner des cellules. Car peu importe la façon dont vous utilisez les tableaux, qu'ils soient remplis automatiquement ou manuellement, la possibilité de fusionner les cellules offre d'importants avantages. Donc, les cellules des tableaux peuvent être fusionnées horizontalement ou bien sur toute ou partie d'une ligne, ou verticalement sur tout ou une partie d'une colonne. Il est également possible de créer vos blocs de cellules. Et cela peut être fait via l'interface utilisateur par programmation ou bien via les actions standards. Donc voilà, ce sera tout pour 4D Write Pro. Si vous avez des questions à poser, on a les Wizard 4D Write Pro. Donc voilà, Vanessa et Roland. Là, quelques questions. Effectivement, une question. Quelle solution pour le format PDF-A sans 4D Write Pro? Donc, Roland a répondu. Effectivement, si vous n'utilisez pas 4D Write Pro, que la solution qu'on propose, vous trouverez probablement des outils externes pour le faire, qui ne seront pas autant intégrés que ce qu'on vous propose, évidemment. Autre question. Est-ce que l'export HTML sera encore amélioré? Je ne sais pas si vous parlez de l'export de la structure ou autre chose. Ah non, l'export de 4D Write Pro, pardon. Excusez-moi.
Faites-nous des demandes là-dessus, ou si vous pensez qu'il y a un bug, déclarez des cas sur notre support. Est-il possible de signer ou certifier un PDF A généré depuis 4D? Alors, aujourd'hui, 4D ne le propose pas encore. Donc, faites-nous la demande, pareil. On va regarder de toute façon ce sujet-là. Un jour, une version web de 4D Write Pro, point d'interrogation. Ça dépend, je ne sais pas dans quel contexte vous voudriez. Pour le moment, on y réfléchit via Codely Studio. On réfléchit à avoir des fonctionnalités similaires. Donc, voilà, slide suivante. Donc, voilà, pour ceux d'entre vous qui manipulent des données CADView Pro volumineux et complexes, nous avons introduit le format de fichier SGS dans la R2. Et ce format offre à la fois des meilleures performances en import et export, mais il occupe également beaucoup moins d'espace disque. Et voilà, les améliorations se poursuivent avec la R3, avec l'introduction d'un nouveau format Bilob qui vous permet de stocker des documents compressés dans votre base de données en offrant les mêmes performances que le format SGS livré en R2. Donc, ce sera tout, oui, pour CADView Pro. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Continuez sur les questions. Alors, ViewPro proposera-t-il du PDF-A? On regarde le sujet. On a regardé ça il n'y a pas très longtemps. On vous en informera quand on aura la réponse. Et on va maintenant parler de Codely Studio. Donc, notre voyage Codely se poursuit avec 4DV20R3. Alors, bien que nous soyons actuellement encore en phase de développeur preview, chaque partenaire a aujourd'hui la possibilité de tester les nouvelles fonctionnalités de ce produit et d'utiliser en fait ce produit Codely Studio. Alors, vos retours, ils sont particulièrement précieux, particulièrement attendus de notre côté, et ils sont déjà très positifs. On est très content des retours que nous avons. Avant de vous décrire les petites nouveautés qu'on a sur Codely Studio, je vais vous rappeler l'offre telle qu'on l'a décrite à la Summit, en tout cas l'offre applicative. Codely Studio, vous pouvez vous en servir de deux façons, soit via Codely Studio pour 4D, donc avec 4D. Donc c'est Codely Studio qui est livré dans le 4D que vous connaissez, qui va fonctionner avec vos applications 4D, qui vous permet en fait de construire et d'héberger une application web en parallèle de votre application 4D desktop existante. Votre langage de développement restera 4D, c'est-à-dire votre code existant qui sera exécuté, et vous ferez votre affaire de l'hébergement en fait, de cette application. La seconde façon d'utiliser Codely Studio, le produit, c'est de vous inscrire sur codely.com et comment dire, aujourd'hui d'ouvrir nos sandbox et d'aller utiliser une de nos sandbox pour le moment. Bien sûr, sur codely.com, vous ne pourrez pas reprendre votre application 4D existante. On parle là de nouveaux projets. Et ce seront des projets d'applications 100% web, puisque codely.com ne supporte pas les fonctionnalités desktop de 4D. Votre langage de développement sur codely.com sera du CodyScript. C'est très, très proche du langage 4D. C'est juste aussi très, très proche de JavaScript. Mais vous y retrouverez en fait Orda, vos collections, vos entity sélections, etc. Et grosse différence également sera que l'hébergement, vous ne vous en chargerez pas, c'est nous qui nous en chargerons, puisque vos applications seront hébergées dans notre cloud. Voilà. Donc, Codely Studio, vous pouvez vous en servir avec 4D, d'une part, ou dans le cloud via codely.com. Je parle rapidement de l'aspect licensing, puisque les questions reviennent assez régulièrement. Codely Studio pour 4D, donc chaque utilisateur, on va dire, qui utilise une application faite avec Codely Studio pour 4D, en fait, consommera une licence au même titre qu'un accès
via client desktop. Voilà. Vous avez besoin de licences clients pour vos utilisateurs qui utilisent vos applications Codely Studio pour 4D. Pour Codely.com, nous dévoilerons prochainement notre offre. Ce sera une offre basée sur un abonnement. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. On vous dévoilera ça très très bientôt. Donc on est sur un abonnement d'un côté et sur de la licence client de l'autre. Je vais passer maintenant aux nouveautés de Codely Studio dans 4DV20R3. Alors 4DV20R3 est sorti il y a très peu de temps après la sortie de Codely Studio pour 4D. Donc aujourd'hui, les grosses évolutions majeures, elles sont encore en cours de développement, en cours de recette. Néanmoins, on a quand même voulu vous fournir des nouveautés avec cette R3. La première d'entre elles, c'est de nouvelles possibilités de formatage sur les durées. Il y a déjà pas mal de possibilités de formatage dans le navigateur pour les nombres, pour le texte, pour les dates. Et là, pour les durées, vous avez maintenant accès à plusieurs formats. Voilà, vous avez les settings à gauche et le résultat à droite pour ce formatage des durées. Je passe aux autres nouveautés. Vous avez des nouveautés donc essentiellement ergonomiques dans l'éditeur d'application. La première, elle va vous permettre de revenir à la valeur par défaut lorsque vous avez défini dans les nombreux paramètres de mise en forme, lorsque vous avez défini une valeur pour, par exemple, la largeur, la hauteur ou toute autre valeur, vous pouvez maintenant, à chaque fois, revenir à la valeur par défaut. Il y a des subtilités en CSS à ce sujet-là. Les valeurs peuvent être héritées, les valeurs peuvent être mises en dur. Et là, ça vous permet de revenir à la valeur par défaut si vous avez, par exemple, mis une valeur qui ne vous convient pas. Et la seconde nouveauté, c'est pour le remplissage des images dans le composant image, justement. Là, ça va vous permettre de définir comment votre image va remplir son composant, si elle va s'étirer ou si elle va remplir tout le composant, etc. etc. C'est une nouvelle propriété. Vous retrouverez tout ça dans la documentation. Voilà, on continue. Vous avez quelques nouveautés encore. Donc, on a revu le menu des onglets, que ce soit pour les webforms ou que ce soit pour l'éditeur de code. Vous avez maintenant des nouvelles icônes de menu qui sont plus parlantes. Vous pouvez également exécuter vos méthodes en mode développement, directement exécuter vos méthodes donc depuis l'onglet de la méthode. Puis on a revu la façon de créer des fichiers. Voilà, c'est un peu plus clair aujourd'hui la façon dont c'est fait maintenant. Alors, Codely Studio, on n'apporte pas que des nouveautés dans le produit. Depuis donc, la sortie du produit, eh bien, on entame cette aventure et vous allez déjà retrouver donc, dans notre blog ou sur YouTube des formations en vidéo qui sont vraiment très bonnes, que je vous recommande vraiment de consulter si vous avez quelques heures à consacrer à ça pour votre formation, votre développement. Je vous recommande très fortement le First Step et le All About Data Table donc de Ayoub, qui est notre Customer Success Team. Et également le post de blog sur les entities sélections et les collections avec Codely, qui va vous expliquer très simplement comment manipuler ces objets, enfin ces concepts dans vos applications Codely. Codely remplacera-t-il les versions smartphone? Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il est censé remplacer. Bon, avec Codely, en tout cas, vous pouvez dès aujourd'hui faire des applications responsives et voilà, essentiellement des applications responsives, donc qui vont correctement s'afficher dans un smartphone. Et on prévoit, bien sûr, d'avoir un mode de travail, un mode de développement, de design, en fait, des formulaires qui soient vraiment adaptés, encore plus adaptés au mobile. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on a des choses prévues sur le mobile. Oui.
Si je développe un projet sur Codely.com et que j'ai 200 clients simultanés chaque jour, comment vous nous facturez? Alors sur Codely.com, avec 200 clients, vous paierez un abonnement à la... Alors que 200 clients simultanés, ça n'a aucune importance en fait sur Codely.com. Vous paierez à l'utilisateur nommé sur Codely.com, mais je n'en dis pas plus parce que vous aurez un écart, comment dire, entre utilisateurs nommés, éventuellement utilisateurs non nommés. Voilà, je préfère pas vous en dire davantage, mais en tout cas, l'offre, elle sera très claire. Mais principalement, l'offre de base sera de l'utilisateur nommé. C'est en plus du serveur web. Oui, alors Codely Studio, enfin, des applications Codely. Alors, de mémoire, il faudrait regarder la partie licence, mais non, je pense qu'à partir du moment où vous avez vos licences clients, vous n'avez pas besoin d'acheter la licence serveur web pour vous servir de Codely Studio pour avoir une application Codely. Vous avez uniquement besoin de vos licences clients. Voilà, de mémoire. Je ne voudrais pas être imprécis. Donc, votre commercial pourra vous dire ça plus précisément. Quand l'affichage des modales sera-t-il disponible dans Codely? Bon, Marie-Sophie est en train de vous répondre. Je crois qu'elle va être très fière de vous donner la réponse. Je vais la laisser vous donner la réponse. Vraiment très très bientôt, là on a terminé, donc ça va Alors, sortir vraiment dans une toute proche oui, version. très proche. Mm. Et ça marche super bien en plus, on est très content. Voilà. Sera-t-il possible d'exécuter du code côté front? C'est une très bonne question. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ce qui sera possible côté front, si vous voulez vraiment faire des choses très customisées, ce sera de développer vous-même vos propres composants React et de les intégrer dans Codely Studio et dans vos futures applications. Mais ça, c'est pas exécuter du code côté front. Donc, pour le moment, on améliore toute notre partie événement, mais pour le moment, on n'exécute pas de code côté front. Et alors, quand sera-t-il possible? Là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Pour Codely Studio, c'est la même chose que pour 4D, hein. N'hésitez pas à nous faire vos demandes sur le forum 4D ou si vous êtes plus intéressé par Codely.com, sur le forum de la communauté Codely. Un format pour le cas où 00, d'avoir un affichage vide, aujourd'hui pas disponible partout. C'est je sais pas, un petit peu. Ouais. Alors pour le coup, la question est très précise, je ne saurais pas vous répondre. Oui, je vois, format d'heure. Oui, je ne saurais pas répondre à ça. Il faudrait qu'on regarde. Faites-nous, alpaguez-nous sur notre forum. Après, on va garder la réponse et on pourra probablement vous envoyer une réponse là-dessus. Je n'ai pas les équipes Codely pour répondre à cette question-là un peu technique. Le multilinguisme sera-t-il implémenté prochainement? Merci pour la question. Oui, on va l'implémenter prochainement. Oui, là, c'est sérieux, hein, le multilinguisme, on va l'implémenter. Vous confirmez qu'on peut utiliser la version R3 en production. Alors, si vous parlez de Codely Studio, aujourd'hui, on est encore en développeur preview. Donc, pour le moment, si vous souhaitez l'utiliser en production, pourquoi pas. En tout cas, moi, je suis intéressé par, comment dire, si vous êtes satisfait à ce point que vous vouliez vraiment passer tout de suite en production, vous aurez peut-être, aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur des applications fusionnées, il y a des petits bugs qui sont en train d'être corrigés. Donc, voilà, aujourd'hui, la développeur preview, on vous la livre. Comment dire, on n'a pas encore, on n'est pas encore sorti de cette phase développeur preview, si c'est votre question. On préfère encore vous dire, c'est pour que vous le manipuliez, démarrez votre projet. Si vous avez urgemment ou si vous êtes très satisfait du produit et que vous souhaitez passer en production, bah, contactez-moi, contactez-nous et on vous répondra très précisément. Est-ce que nous voyons Codely.com comme une marketplace? Pas pour le moment. On aura peut-être des marketplaces, oui, sur Codely.com prochainement.
pour le moment, Codely.com n'est pas une marketplace à proprement parler. Pourra-t-on déployer les bases 4D OEM compilées, incluant des développements réalisés avec Codely? Alors oui, ça, oui. Très prochainement d'ailleurs. Là, au moins en R4. Oui. Alors compiler, oui. Je ne sais pas s'il y a un piège derrière OEM, je ne pense pas, mais en tout cas, oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un grand événement l'année dernière. Donc, pour ceux qui ont manqué le Summit 4D en octobre, on veut vous rappeler qu'il y a maintenant 2 contenus majeurs et importants qui sont disponibles pour tous. Donc, le premier, c'est la rediffusion de la keynote qui est accessible gratuitement sur notre chaîne YouTube 4D Software. Et cette vidéo, elle va vous donner un aperçu des technologies de pointe que nous avons présentées pendant cette cérémonie. De plus, toutes les masterclass de la Summit sont également disponibles. Elles ont été ajoutées aux étagères de votre magasin 4D local. Et pour les trouver, vous avez juste à aller consulter l'onglet On Demand. Ce sont des très bonnes masterclass, je vous les recommande. Voilà, on voulait vraiment vous assurer que si vous n'avez pas pu assister à la Summit, vous pourriez toujours profiter de ces contenus, de ces supports pour apprendre ce que nos experts avaient à vous apprendre. Voilà, donc n'hésitez pas et ne manquez pas ces contenus qui vous seront très utiles. Et je termine, je pense. Oh là là, mon Dieu, on a reçu plein d'autres questions, j'ai l'impression. On a quelques dernières questions que je vais faire avant de conclure. Aujourd'hui, y a-t-il un moyen de contourner pour imprimer? On doit toujours être dans Codely. Aujourd'hui, on n'a pas encore trop traité la partie impression, mais ce sera fait très, très prochainement. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par contourner, mais intervenez sur notre forum, posez-nous vos questions vraiment sur le forum, c'est le meilleur endroit. Peut-on espérer un jour pouvoir exécuter Codely Script côté front, hormis bien l'intégration de composants React? Écoutez, le mieux, c'est de nous faire votre demande, de nous expliquer pourquoi vous souhaitez ça, quel est votre enjeu pour vous derrière ça. Donnez-nous, il y a une section idées dans le forum communauté Codely, il y a une section feature request dans 4D. Je pense que vous pourrez présenter votre cas et votre désir de façon plus détaillée que là dans notre chat. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas on ne l'a pas prévu dans un avenir très très proche. Donc, si pour vous c'est crucial, expliquez-nous pourquoi, parce qu'il y a peut-être des choses que nous on n'a pas vues. Le blog, allez-y. On essaie vraiment de vous donner le plus d'infos possible, de la façon la plus digeste possible sur ce blog. En général, on a des bons retours, donc allez-y, consultez-le. Merci, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez été nombreux là, oui, je n'avais pas vu le compteur, donc très bien, très très bien. Je vous dis à bientôt, au moins au prochain webinaire, et puis encore une fois, bonne année. Merci beaucoup. Merci.